Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans les entrailles d'Internet. Comprendre l'architecture cloud, c'est vraiment comme dessiner les plans d'une immense ville numérique. Chaque bâtiment, chaque route, chaque barrière de sécurité, tout doit être pensé et calculé au millimètre près. Sinon, tout s'effondre. C'est un monde fascinant d'ingénierie, invisible, certes, mais c'est très exactement ce qui fait tourner notre quotidien. Prenons Instagram par exemple. C'est l'application simple par excellence, non ? On l'ouvre, on fait défiler un fil d'actualité en direct, on envoie 2-3 messages, rien de bien sorcier en apparence. Et pourtant, comment est-ce qu'une application aussi basique peut nécessiter des centaines de millions de dollars d'infrastructures et des armées d'ingénieurs ? Eh bien, la réalité, c'est que la moindre petite fonctionnalité, comme le simple fait de se connecter à son compte, demande une architecture back-end monumentale en coulisses. C'est le seul moyen de gérer des millions d'utilisateurs à la seconde sans la moindre faille. Bref, pour bien comprendre tout ça, on va s'appuyer sur 4 piliers aujourd'hui. 1. Les fondations et les modèles cloud. 2. Les lois de zonage, c'est-à-dire la hiérarchie. 3. Les portes du château, pour tout ce qui touche à la sécurité. Et enfin, 4. L'infrastructure et sa fameuse résilience. Allez, c'est parti. On attaque donc tout de suite avec le premier point, la fondation. Les modèles cloud et la responsabilité partagée. Pour bâtir cette fameuse ville numérique, il faut d'abord des fondations ultra solides. Historiquement, avec l'architecture traditionnelle, une entreprise devait carrément acheter, héberger et gérer tous ses propres serveurs physiques. C'était lourd, ça coûtait une fortune et c'était tout sauf flexible. Aujourd'hui, avec le cloud public, on est sur une approche complètement différente, basée sur des services. On découpe les activités informatiques en microservices, beaucoup plus petits. Résultat, on libère totalement les développeurs des contraintes matérielles. C'est là qu'entre en jeu un concept absolument central, le modèle de responsabilité partagée. C'est un vrai travail d'équipe entre le fournisseur cloud, comme Google par exemple, et le client. En gros, plus on délègue, plus le fournisseur prend en charge la gestion technique. Et pour vraiment bien saisir les différentes options qui existent, nos sources utilisent 3 analogies géniales de la vie de tous les jours. Le logement, la voiture et le dîner. Premier modèle, l'IaaS, l'infrastructure en tant que service. C'est exactement comme louer un appartement vide. Le propriétaire, donc le fournisseur cloud, s'occupe des murs, de l'électricité, de la plomberie, bref, le matériel physique. Mais c'est au locataire de ramener ses propres meubles, de peindre et de sécuriser la porte d'entrée. Avec une solution comme Google Compute Engine, on n'a plus du tout à gérer les disques durs physiques, mais on garde le contrôle total sur son système d'exploitation et ses données. C'est l'option qui offre le plus de flexibilité. On passe au PaaS, la plateforme en tant que service. Là, l'analogie, c'est la location de voiture. Pas besoin d'être mécanicien ou de savoir monter un moteur. On met de l'essence, on s'assoit au volant et on roule vers sa destination. Dans le monde du cloud, ça veut dire que les développeurs se contentent uniquement de développer. Ils écrivent leur code et la plateforme s'occupe automatiquement de l'infrastructure derrière, s'adaptant à la demande. Le petit bémol, c'est que ça peut parfois lier le projet un peu plus étroitement à un fournisseur spécifique. Ensuite, on a le SaaS, le logiciel en tant que service. Ça, c'est comme aller au restaurant. On s'assoit, on commande, on mange, on ne fait pas les courses, on ne cuisine pas, on ne fait pas la vaisselle. Tout est préparé de A à Z. Des outils comme Google Workspace en sont le parfait exemple. On y accède directement depuis son navigateur web. C'est super pratique pour des tâches spécifiques et prêtes à l'emploi, même si, forcément, ça n'offre pas la liberté de personnalisation dont un développeur aurait besoin. Et pour être tout à fait complet, il faut citer le FaaS, la fonction en tant que service. C'est vraiment le niveau ultime du fameux sans serveur ou serverless. Des plateformes comme Cloud Functions ne s'activent que lorsqu'un événement hyper précis se produit. Le gros avantage, on ne paye que pour les ressources exactes qui sont consommées à la milliseconde près. S'il ne se passe rien, le système se réduit à zéro. C'est redoutable d'efficacité. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les lois de zonage et l'organisation des hiérarchies de ressources. Parce qu'on est d'accord, avoir une puissance de calcul phénoménale, c'est génial. Mais sans une organisation stricte, notre belle ville numérique va vite se transformer en un joyeux chaos. Et c'est là qu'intervient la hiérarchie. Tout en haut de l'arbre, on a l'organisation, la structure mère. En dessous, ça se divise en dossiers, qui représentent souvent des départements. Ces dossiers contiennent des projets spécifiques. Et tout au bout de la chaîne, on trouve les ressources. C'est grâce à cette structure bien ordonnée que l'on peut appliquer des règles de sécurité et gérer la facturation en cascade, du sommet vers la base. Nos sources utilisent d'ailleurs une métaphore vraiment marquante à ce sujet. Une mauvaise organisation dans le cloud crée ce qu'on appelle de la dette technique. Et cette dette, c'est ni plus ni moins que des arbres morts qui s'accumulent dans une forêt. C'est du combustible pur. Si on ne nettoie pas ça, à la moindre étincelle ou au moindre petit incident, c'est tout l'environnement de l'entreprise qui peut partir en fumée dans un immense incendie numérique. On enchaîne avec le troisième pilier, les portes du château, le fameux modèle de sécurité AAA. Bon, maintenant que notre ville est construite et zonée, comment est-ce qu'on la protège ? Autrefois, on utilisait la philosophie du château fort et de ses douves. On blindait le mur d'enceinte et on se disait que tout ce qui était à l'intérieur était sûr.
Mais avec des milliers de microservices qui tournent en permanence, ça ne marche plus du tout. L'approche moderne, absolument indispensable, c'est le Zero Trust, la confiance zéro. Le principe est simple, même à l'intérieur des murs du réseau, absolument aucun acteur n'est considéré comme sûr par défaut. Tout doit être vérifié en permanence. Et pour mettre ça en place, on utilise le modèle de sécurité AAA. Prenons un exemple du quotidien, comme la salle de pause au bureau. L'authentification, d'abord, c'est le moment où l'on utilise son badge pour prouver son identité. L'autorisation, ensuite, est-ce que ce badge donne le droit d'ouvrir le placard secret des snacks réservé à la direction? Et enfin, l'accounting, l'audit. C'est le système de surveillance qui enregistre qu'un employé sans autorisation a essayé, sans succès, d'ouvrir ce fameux placard. Gérer ces accès, c'est de loin le contrôle de sécurité le plus vital du cloud. C'est fou quand on y pense, mais presque toutes les failles de sécurité massive dont on entend parler aux infos ne viennent pas d'un problème technologique. Les fournisseurs cloud disposent de contrôles de sécurité certifiés et impénétrables. En réalité, 9 fois sur 10, la violation est due à une erreur du client final qui a tout simplement mal configuré ses accès et oublié sa part de responsabilité dans le modèle partagé qu'on a vu au début. Enfin, on termine avec notre quatrième et dernière partie, l'infrastructure, la résilience des systèmes et les réseaux. Comment s'assurer que notre ville numérique ne tombe jamais en ruine? Le texte source fait un parallèle assez étonnant avec un monde post-apocalyptique. Imaginez des tribus isolées qui essayent de construire des campements sécurisés. L'Internet public, c'est un peu comme les terres désolées, pleines de dangers. Le cloud permet de construire des routes à péage privées et ultra sécurisées entre ces campements. Avec des outils comme l'accès privé de Google, les données circulent de manière totalement invisible depuis l'extérieur. Bien sûr, ces routes privées doivent être d'une fiabilité à toute épreuve. On parle ici d'accords de niveau de service, les fameux SLA, qui garantissent par exemple 99,95% de temps de disponibilité pour des outils critiques. Garder un œil très strict sur ces objectifs et ces indicateurs de niveau de service, c'est une véritable question de survie pour qu'un système encaisse les pics de demande. Et la bonne nouvelle, c'est que cette infrastructure intelligente permet aussi de faire des économies monumentales. On peut réaliser jusqu'à 80% de réduction de coûts en utilisant ce qu'on appelle des machines virtuelles préemptives. En clair, c'est de la puissance de calcul à prix cassé idéale pour des tâches courtes de traitement par l'eau qui tolèrent les pannes et les interruptions. C'est une stratégie d'optimisation financière vraiment brillante. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un gros pépin. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces trois concepts. Le plan de continuité d'activité sert à restaurer les opérations commerciales pour les clients. Le plan de reprise d'activité vise à réparer l'infrastructure technologique après une panne. Mais le saint Graal, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité de l'architecture à résister aux défaillances avec absolument 0 seconde d'interruption. Et concevoir cette résilience dès le départ permet d'éviter les coûts colossaux d'une récupération après un désastre. Pour conclure ce décryptage, nos sources nous laissent sur une vraie réflexion stimulante. Aujourd'hui, on a accès à des technologies incroyables, allant des serveurs dédiés jusqu'aux fonctions qui se réduisent à zéro. Le véritable défi de demain n'est plus seulement technologique, il est créatif. Comment va-t-on associer ces technologies de calcul surpuissantes aux défis de notre monde pour créer des innovations qu'on n'a encore jamais vues? Les fondations de la ville numérique sont posées, il ne reste plus qu'à y bâtir l'avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse,